Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Je l'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Jérôme Bosso, expert électoral et coordonnateur de la plateforme de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées, AITA, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, constitutionnellement parlant, le 15 septembre, c'est la rentrée au Parlement et il faut souligner que c'est la dernière session parlementaire pour cette année qui touche à sa fin. Mais avant d'entamer 2023, qui est une année électorale, la session sera budgétaire, mais vu l'urgence, quelles sont les matières électorales prioritaires à traiter? Merci madame pour la question. Nous pensons que le 15 septembre, c'est une date importante pour ce qui concerne la rentrée parlementaire, comme vous venez de le dire. C'est une session budgétaire bien sûr, mais étant donné qu'il y a l'actualité électorale et les échéances électorales se pointent à l'horizon, les honorables députés et sénateurs vont arranger leur calendrier session pour inscrire les matières les plus urgentes et importantes liées aux élections, ce que nous appelons dans le jargon électoral, la législation électorale. Qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat en ce qui concerne les élections? C'est la loi sur l'opération d'enregistrement, donc identification et enrôlement des électeurs, la loi sur la répartition de sièges. Voilà deux instruments juridiques qui peuvent aider la CENI à aller de l'avant parce qu'on ne peut pas faire l'identification et l'enrôlement des électeurs sans qu'il y ait une loi votée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. On ne peut pas parler de bureau de vote et ainsi de suite, dépôt de candidature sans qu'il y ait la loi sur la répartition des sièges. Et ces lois aussi sont conditionnées par certaines opérations qui doivent se faire au niveau de la Commission électorale indépendante. Elles ont fait l'actualisation des cartographies opérationnelles des centres d'identification et elles ont aussi fait à la révision du fichier électoral. Ce sont dès que ces opérations se terminent, c'est là où on doit arriver à déterminer le nombre de bureaux de vote et quand on va déterminer le nombre de bureaux de vote et on va avoir déjà les informations, le nombre d'électeurs enrôlés et par circonscription, et à ce moment-là, avec ces éléments, avec ces données, on va envoyer à l'Assemblée, au Parlement, pour qu'on puisse couler dans une moule législative afin de permettre la CENI d'aller de l'avant avec ce projet. Donc nous disons la loi, la session de septembre est aussi importante, pas seulement au niveau de la législation électorale, il y a aussi au niveau du budget même des élections. Parce que c'est cette session qui doit déterminer quelle serait l'enveloppe pour les échéances électorales, pour les élections de 2023. Et c'est de là où on va beaucoup travailler, on va faire lancer un appel au niveau du Parlement pour qu'il y ait un budget consistant, un budget réaliste qui puisse permettre à la Commission électorale indépendante à faire face aux opérations électorales. Alors, on doit commencer l'enrôlement des électeurs en décembre prochain. Il faut la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. C'est par là que les députés devraient commencer, selon vous? C'est là la priorité. Face à laquelle on risquerait d'être c'est là la priorité. Et ce sont ces deux lois-là qui peuvent permettre à la CENI d'être un peu beaucoup plus souple dans la programmation et dans l'exécution des opérations planifiées, qui étaient planifiées et mentionnées au niveau de la feuille de route et qui vont aussi se figurer dans le calendrier électoral qui sera publié dans le mois et dans les jours à venir. Et c'est par là qu'on pourrait quand même mettre le doigt sur le bouton pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais quels seraient les risques si les députés nationaux ne commençaient pas par cette question au cours de cette session budgétaire qui doit s'ouvrir? Le risque, c'est ça. Oui, c'est une question importante, madame. Vous savez, les risques sont là, surtout quand on doit faire des opérations électorales. Il y a dans le jargon électoral, nous parlons de ce nous appelons schéma critique des élections. C'est un concept qui est là, qui est beaucoup plus utilisé dans le monde des élections, schéma critique des élections. Quel est le contenu de ce concept? Schéma critique, ça définit comme ensemble des opérations ou des tâches électorales. Des tâches électorales qui permettent, qui peuvent permettre qui sont imparties dans le temps, qui sont exécutées, oui, accomplies dans le temps imparti,
sans lequel, si je ne peux pas dans le temps imparti, pour arriver à l'achèvement du délai du procès électoral, pour atteindre le délai, pour respecter le délai constitutionnel. Et on nous dit là-bas un peu plus loin que si une des tâches ou des opérations électorales critiques n'est pas exécutée, bien retardée, cela va impacter le reste du procès, du délai. Ça va impacter le délai constitutionnel. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un glissement. Quand on glisse, on dit parce qu'il y a eu le retard. Et ce retard est dû à quoi? Et aujourd'hui, la CENI travaille déjà sur le grand retard. Et comment y arriver? Et c'est là où la CENI va introduire ce que nous appelons de facteurs correctifs. Le facteur correctif, ça veut dire quoi? Parce que la CENI commence sur toutes les opérations, avec tout ce qu'on fait, ça se fait en retard. Il va travailler maintenant sur ce que nous appelons, il va travailler à cheval entre le délai critique, le temps que l'on donne, et le délai compressé. Ça veut dire quoi? C'est une opération qui devait se faire normalement pour 50 ou bien 80 jours. Ça, c'est le délai critique, 80 jours. Mais si on met 80 jours, on ne va pas respecter le délai constitutionnel des dans le 2023, dans l'échéance délai constitutionnel 2023. D'où, au lieu de délai critique, on met un délai compressé. C'est-à-dire, au lieu de 80 jours, on réduit, on va travailler pendant 50 jours. Vous voyez, de 80 jours et 50 jours, on a fait tomber 30 jours, parce que si on tenait compte de 80 jours comme tel, on allait glisser et on travaille sur le délai compressé. Et ça serait d'une manière très accélérée, c'est ça? Accéléré, mais avec des risques. Parce que vous savez, quand vous travaillez sur le délai compressé, ça passe ou ça casse. Un travail ici, notre studio ici, devait être fait dans 2 mois. Mais on vous dit non, nous devons faire ça dans 2 semaines et demie. Dans 2 semaines et demie, est-ce que vous serez à mesure de tout mettre en 2 semaines et demie? Et c'est à vous, c'est là la capacité des managers en construction. C'est la capacité, dans le domaine des élections, c'est la capacité managériale du nouveau leadership de la Commission électorale indépendante, Commission électorale nationale indépendante, de prouver qu'il est capable de travailler, de les compresser pour arriver au résultat. Le résultat, c'est lequel? C'est la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Parce que si on glisse, s'il y a glissement éventuel, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des conséquences d'ordre politique, il y a des conséquences d'ordre social. Et c'est pourquoi la CENI elle est en train de se battre comme un diable pour arriver à respecter les échéances, surtout le délai constitutionnel. Donc, vous êtes d'avis qu'il faut nécessairement aborder la question sur la loi de l'identification et enrôlement des électeurs au cours de cette session budgétaire. Pas seulement une seule loi, toutes les lois, les deux lois liées, ce que nous appelons la législation électorale. On doit donner un caractère prioritaire par le Parlement. Parce que ça freine, donc ça retarde aussi. Quand nous entrons dans le chemin critique des élections, quand ça retarde le fait de ne pas être produit à temps, ça va se répercuter aussi sur les opérations de la CENI sur le terrain. Et à ce moment-là, le curseur électoral va quitter 2023 pour tendre vers 2024. Et voilà le danger. Alors, l'émission est aussi pédagogique en tant qu'expert électoral. À quoi sert la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs? C'est cette loi qui doit déterminer pour identifier. Parce qu'en matière d'élections, il faut faire attention entre identification et recensement. On identifie qui? On identifie un Congolais et une Congolaise. On recense qui? On recense tout celui qui est sur le territoire national Congo. Vous voyez, le recensement, ça concerne tout le monde. Les étrangers, ils sont combien sur le territoire national. Tandis que l'identification, c'est de là où on doit donner les contenus à ce que c'est identification enrôlement. On va identifier qui? On a identifié Congolais, on a identifié Congolaise, de quel âge? L'âge évolue, ça dit 18 ans, ainsi de suite. De cette loi qui va demander de nous permettre, à voir que nous avons eu autant de l'émancipation. Ça entre dans la révision du fichier électoral. Parce que pour avoir le nombre de sièges, il faut avoir le nombre d'habitants. Et ça nous amène aussi, qui doit être, parce que la fois, les élections précédentes, madame, nous avons fait, je risque même de dire un terme très très dur, mais nous avons fait sur base des données alternatives, parce qu'on n'avait pas le recensement. Combien sommes-nous personnes? On allait chercher les données démographiques au niveau de l'Institut national des statistiques, au niveau des zones de santé, ainsi de suite, récolter. Mais ici, on va le faire avec Office national d'identification de la population, ONIP. ONIP et CENI vont travailler
dans la mutualisation des efforts. Parce que pour votre information, le Premier ministre de la République a signé en date du 2 mars 2022 3 décrets. Le premier décret portait sur le fichier global, le fichier général de la population. Dans le fichier général de la population, on devait avoir maintenant une banque de données de la population congolaise. Et le deuxième décret qui a été signé à la même date, le 2 février, mars 2022, c'est le décret portant sur la carte d'identité nationale. Parce que nous n'en avons pas. Vous aussi, vous n'en avez pas. Nous avons nos cartes d'électeurs. Et cette carte d'identification nationale doit être respectée selon de ce qui va en avoir. Et pas seulement la carte d'identité nationale, on va avoir aussi notre numéro d'identification nationale. Et ce troisième décret, c'est sur la mutualisation des opérations électorales entre la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, entre l'Office national d'identification de la population NIP et entre l'Institut national des statistiques INES. Donc, avec ça, on va construire maintenant les données pour faire l'identification et l'enrôlement. Quand on va faire maintenant, on va répartir les nombres de sièges, pas sur le nombre des électeurs, mais sur la population que le données, que l'ONIP et la CENI vont travailler, qui vont permettre à ce qu'on va faire maintenant la répartition effectivement sur le nombre d'habitants. Par population. Parce que la fois passée, on avait fait sur le nombre par rapport au nombre des électeurs enrôlés, ainsi de suite. Ça fait un peu beaucoup de désordre. Mais cette fois-ci, nous allons nous conformer pour arriver à la répartition. C'est pourquoi la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs est nécessaire à sa raison d'être pour qu'on puisse doter la CENI d'un cadre juridique de cette opération identification et enrôlement des électeurs. Mais est-ce que chaque cycle électoral a une nouvelle loi portant identification et enrôlement des électeurs? Tout à fait, ma chère. Tout à fait. Parce que pourquoi nous ne voulons pas prendre ce que nous avons fait en 2018? Non, ça a changé. Parce que à ce moment-là, certaines de vos compatriotes, et certains de vos compatriotes aussi, qui avaient l'âge de 16 ans quand nous allons en 2023. Ceux qui ont 15 ans, 14 ans ne vont pas voter. Mais quand tu as les élections avec 2023, en 2028, on va prendre le fichier de 2023? Non. Il faut aussi enrôler, identifier ceux-là qui ont atteint aussi l'âge de 18 ans. Quel est donc bien fondé? Non, c'est l'actualisation du fichier électoral. Parce que hier, ça dit 2023, nous sommes arrivés aujourd'hui, par exemple, la ville de Kinshasa a la population électrice attendue pour l'identification et l'enrôlement et pour le centre d'inscription. C'est plus de 5 millions quelques. Or, en 2018, c'était moins de 5 millions. Donc, la population est en train de croître. Quand la population est en train de croître, et il faudrait intégrer les nouvelles données. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui vont décéder, qui ne vont pas être au rendez-vous de 2028. Est-ce qu'on va les garder dans le fichier? Non. Il faut faire l'identification et enrôlement. Mais pourquoi on recourt à l'identification et enrôlement dans nos pays? C'est parce que nous avons un problème. Nous n'avons pas ce que nous appelons l'état civil, le registre de l'état civil. Quand l'enfant est né, on ne l'enregistre pas. Mais sous d'autres cieux, madame, l'enfant est né aujourd'hui, mais l'enfant est déjà enregistré. On connaît combien sommes-nous à Kinshasa? Combien sommes-nous ici à Kinshasa? Vous connaissez combien sommes-nous? Gombe, il y a combien d'habitants? Non, on ne connaît pas. Mais ce sont des estimations. Et on parle aujourd'hui de Kinshasa, nous sommes 15 millions. D'autres, chaque gouverneur qui vient 6 millions. À son temps, c'était 8. Maintenant, on parle de 12 à 15 millions d'habitants. Et qui a le nombre exact de la population quinoise? Personne. Et ce qui nous permet de connaître, c'est quand on se fait identifier, quand on se fait recenser. Vous avez l'enfant né aujourd'hui, on le déclare. Quelqu'un est décédé aujourd'hui, on le déclare. Mais le fichier électoral de la fois passée, ma chère, vous savez combien il y avait autant de millions, quelques millions de Congolais qui étaient décédés pour le faire partir? Pas seulement ici chez nous. Prenons le cas en face en Angola. Il y a eu l'élection le mois passé. Il y avait plus de 5 millions de décédés. Et l'opposition a demandé à ce qu'on puisse élaguer tous les décédés et par leur commission des élections. Mais la commission des élections ne peut pas élaguer. C'est le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, qui doit signer le décret pour dire tel est décédé, on doit élaguer. Et on est parti aux élections avec les nombres là de décédés. Et celui qui est au pouvoir en profite, prendre les 5 millions de décédés, il met dans son fichier et c'est l'avantage. Donc c'est ça le problème d'actualisation du fichier électoral. Pour élaguer les décédés, pour intégrer les nouveaux majeurs qui viennent d'avoir 18 ans. Et c'est ça l'importance. Même
même le cycle électoral. Ceux qui ont fait la science électorale, qui ont fait le master à gestion du cycle électoral, après, quand commence le nouveau cycle électoral? Le nouveau cycle électoral, nous sommes aujourd'hui au 4e cycle électoral, ça commence dès qu'on commence l'identification et l'enrôlement des électeurs. À ce moment-là, le nouveau cycle électoral commence. Ce n'est pas par des tralala, là, c'est quand on commence l'identification et l'enrôlement des électeurs. Parce que nous reconnaissons, si nous étions dans un état normal, où le registre d'état civil était respecté, on n'allait pas recourir à la CENI pour faire l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ça devrait se passer. On allait prendre déjà, le ministère de l'Intérieur, donnez-nous les statistiques des Congolais enregistrés. Quand vous prenez le pays des vieilles démocraties, par exemple le Canada et autres, ils ne font pas ça. Ils parlent au service d'assurance qui donne le nombre de Canadiens enregistrés et on donne là-bas. On fait les élections avec les données fournies par la société d'assurance, par le service d'assurance. Et dans d'autres pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui a les statistiques, qui actualise les statistiques, qui actualise ceux qui sont nés, ceux qui sont décédés, ainsi de suite. Et la CENI ne le fait pas. Mais pourquoi la CENI le fait? Ça nous fait coûter beaucoup de millions de dollars. Nous pensons avec la mutualisation, avec la création de l'Office national d'identification de la population ONIP a dans sa politique, il va laisser dans chacune de nos communes ces services. L'enfant est né. Oui, l'enfant est né aujourd'hui, il est enregistré, tel est décédé aujourd'hui, il est élagué. À ce moment-là, l'ONIP va nous donner dans son fichier général de la population, va nous donner la population, le nombre exact de la population. On ne veut plus voir la CENI encore faire l'identification enrôlement. Non, on prendra les données enregistrées par l'ONIP qui va rester maintenant un service permanent dans nos différentes structures de province et on fait le travail. Et ça va nous faire économiser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on commence à faire à cause de ça. Venons-en maintenant à la loi sur la répartition des sièges. Elle doit être en principe prête quand? Mais c'est quand on termine l'enrôlement et l'identification. Vous allez faire le calcul sur base de quoi? On doit faire le calcul sur base de quand on va faire la révision du fichier électoral, identification et enrôlement. On a, pour la ville de Kinshasa, on a eu autant d'enrôlés et qui dit la loi pour maintenant la répartition des sièges par circonscription. À Kinshasa, nous avons 4 circonscriptions qui sont réparties dans nos sous le district Lukunga, Moamba, Tchangu et Funa. Et on répartit Tchangu. Tout d'abord, vous savez que c'est le Tchangu qui a la population qui est capitale plus peuplée. Et Tchangu va faire enrôler combien d'électeurs? Et quand on fait ça, on répartit le nombre de sièges. Quand on répartit le nombre, la loi sur la répartition des sièges sera publiée, on a réparti. On a déjà, on va maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? Appel à des candidatures. Dépôt de candidature, on dépose des dépôts de candidature, on les dépose. Troisième étape, après, toutes ces opérations, c'est après la clôture de la révision du fichier électoral. À ce moment-là, on va commander maintenant le matériel sensible, le bulletin de vote, parce qu'on ne peut pas le commander comme on vient de commander les kits électoraux bientôt. Non, il faut attendre à ce moment-là, quand vous avez toutes les données, à quel moment vous allez commander maintenant le matériel sensible. Le matériel sensible, c'est-à-dire le bulletin de vote. On ne peut pas le commander avant parce qu'on ne sait pas combien de candidats seront là, combien ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le matériel sensible qui arrive à ce moment-là. Alors, la Commission électorale nationale indépendante prévoit dans son fichier d'enrôlement des électeurs au pays et à l'étranger entre fin 2022 et mars 2023. Ça sera une première expérience parce que depuis, le pays prévoit toujours les faire, mais ne l'a jamais fait. Faire participer, c'est-à-dire la diaspora congolaise aux élections. Comment cela devrait se passer? Oui, tout d'abord, c'est une innovation. C'est une grande première de voir nous, Congolais, nos compatriotes congolais de l'étranger, résidents à l'étranger, puissent être associés et puissent voter. C'est une innovation. Mais on le refusait à son temps parce que la plupart des régimes en Afrique sont combattus par leurs compatriotes qui sont à l'étranger, qui combattent à cause de la dictature, à cause de la mégestion, à cause des violations des droits de l'homme. Et un pouvoir qui se voit comme ça, il dit, mais si je donne la chance, l'occasion à ces gens-là qui sont à l'étranger de voter, ils vont voter massivement pour l'opposition et contre moi. Les gens, par conséquent, ça ne doit pas être à l'ordre du jour. Mais cette fois-ci, il y a une ouverture,
une innovation qu'on puisse avoir, nos compatriotes de l'étranger puissent poser, mais pas tous les compatriotes. On a pris 5 pays pilotes qui vont être associés à cette opération. Tout d'abord, d'identification et d'enrôlement, comment ça va se faire, et cela va nous ramener à ce que nous appelons aire opérationnelle pour faire l'opération d'enrôlement et d'identification. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que ça sera facile? Non, le problème n'est pas que ça sera facile, le problème est de faire quelque chose, parce que il faut planifier. Quand vous planifiez, vous allez dire, est-ce qu'on vous a dit, ça sera facile d'avoir des caméras numériques et ça sera facile. Mais parce qu'il y a la volonté, la détermination technique, opérationnelle de le faire, on va le faire. Pourquoi les autres le font et pourquoi pas nous? D'autres pays le font, et pourquoi pas nous? Donc, c'est comme ça qu'avec cette opération, va permettre à ce que l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs sur le territoire national de la République du Congo et dans les 5 pays désignés et retenus comme pays pilotes par la Commission électorale nationale indépendante puisse se faire sur base des aires opérationnelles ou bien zonage. Aire opérationnelle, ça veut dire quoi? Au lieu de faire le recensement d'identification, le même jour, le même mois, sur l'ensemble, sur 26 provinces et de l'étranger, ça pourrait poser des problèmes à cause de matériel, ainsi de suite. On dit, bon, on va répartir, diviser le pays en aires opérationnelles, 3 aires opérationnelles. Aires opérationnelles, nous avons 26 provinces, par aire opérationnelle, nous mettons 9 provinces. 9 provinces. Mais il y a l'autre, parce que 9, ça fait 27 provinces. Or, nous avons 26 provinces. Maintenant, 27e province, c'est nos compatriotes, nos 5 pays de la diaspora, là, qui vont constituer maintenant une province pour dire que la 3e aire opérationnelle pour l'identification de l'enrôlement des électeurs puisse compter aussi nos compatriotes de la diaspora. Et par aire opérationnelle, on a listé 9 provinces. Aire opérationnelle 1, Kinshasa, Bandundu, Congo central, etc. Nous sommes là. Aire opérationnelle 2, au Katanga, le 2, Kasaï, 3, Kasaï, ainsi de suite. Aire opérationnelle 3, c'est d'autres provinces, y compris la diaspora. Et maintenant, on va faire le travail, c'est là où il y a encore travail de la révision du fichier électoral, madame. Parce que par aire opérationnelle, nous prenons les machines qui vont travailler dans aire opérationnelle numéro 1, Kinshasa et autres. On prend ce matériel terminé, on l'envoie dans aire opérationnelle 2, on envoie dans aire opérationnelle 3. Et on a planifié 3 mois. Oui, on planifie, mais l'exécution sur le terrain, ça peut poser des problèmes. Tout d'abord, même l'acquisition de matériel, ça avait posé des problèmes. Et la passation de commande, on vient de faire, de désigner maintenant une firme sud-coréenne qui va faire ce travail. Et madame, avec le travail technique, il faut en tout cas intégrer dans la planification les imprévus ou bien des aléas techniques. Mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir cette opération? Non, c'est quoi? C'est la maîtrise des paramètres. Les paramètres facteurs temps, les paramètres financiers et les paramètres techniques. Le paramètre financier, j'ai suivi le Premier ministre qui a dit que la CENI, il vient de doter à la CENI entre 298 millions ou bien 300 millions. Or, nous sommes aujourd'hui, au mois de septembre. Or, sur le 645, donc il est sur 345 millions. Et nous sommes à 3 mois, nous sommes septembre, octobre, novembre, décembre, à 4 mois de la fin de l'exercice 2022. La CENI qui a demandé 640, il est déjà en possession de 300 et ça représente à peu près 49,1 pourcentage. Est-ce que notre gouvernement qui a fait comme une avancée en donnant déjà à peu près 300 millions de dollars à la Commission électorale nationale indépendante, est-ce que dans les 4 mois, la CENI aura les 345 millions qui restent? Vous pensez qu'elle pourrait en avoir? Mais c'est ça la question, c'est ça l'interrogation. Moi aussi, je me pose la même question comme vous. Est-ce que le gouvernement va manifester sa bonne volonté de doter dans les 4 mois de ça? Oh, s'il le fait, ok, les choses vont aller. Mais s'il ne le fait pas, ça va impacter à ce moment le reste des opérations. J'ai suivi le ministre des Finances, il a dit que le ministre s'étonne aussi pour dire est-ce que les 300 millions que j'ai donné à la CENI, est-ce que la CENI a déjà consommé le tout? Je ne pense pas. Et que l'argent sera encore dans les tiroirs, dans les coffres de la CENI qui n'aurait pas. Donc, c'est pour vous montrer que est-ce que la CENI a la capacité d'absorber déjà les 300 millions, à quoi bon de lui donner encore? Non, je ne peux dire ça. Mais le ministre était en train de s'interroger.
Voilà, madame, maintenant, les indicateurs normaux qui nous disent que sur les 645 millions, on a donné à peu près, on a arrondi à 300 millions. Il nous reste 4 mois. Il nous faut 345 millions pour que la CENI puisse terminer les opérations planifiées et programmées. Mais si notre gouvernement donnait ça dans 4 mois qui restent, Dieu merci, nous allons applaudir et dire merci au Seigneur. Et si cet argent ne venait pas, le solde de 645 000 ne venait pas à temps, ça aura des répercussions sur la feuille de route, sur l'exécution des opérations planifiées. Et quand nous avons défini le concept chemin critique des opérations des élections, des élections, nous avons dit s'il y a une des opérations ou une tâche qui serait retardée dans son exécution, ça va impacter l'atteinte du respect du délai constitutionnel. Et à ce moment-là, le curseur électoral qui est sur 2023 risquerait de basculer sur 2024. La conséquence à ce moment-là, de moyens financiers. Et parce que quand on organise les élections, madame, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Il y a la volonté politique. La volonté politique qui veut que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Et cette volonté politique doit être exprimée par qui est porteur de cette volonté politique. C'est le président de la République. Le président de la République lui-même s'est dit disposé, déterminé à ce que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel. Là, c'est déjà un acquis. À travers cela, nous avons dit que le président de la République puisse concrétiser cette volonté politique auprès du ministre du Budget et ministre des Finances pour que le décaissement de fonds pour la Commission électorale nationale indépendante puisse être régulier, sans lequel on risquerait d'accuser un retard dans les choses. Et le deuxième, c'est la volonté technique. La volonté technique dans l'organisation des élections, c'est le pouvoir organisateur des élections qui est la CENI. La CENI aussi dit qu'elle est d'accord, elle est avec son nouveau leadership, et déterminée à tenir les élections dans le délai concerné. Troisième partie qui intervient, c'est la partie, le porteur sociopolitique, c'est la société, la population et les partis politiques qui sont aussi engagés à ce que les élections se tiennent dans le délai parce que tout le monde est vraiment contre le glissement du délai constitutionnel. Voilà, avec ça, ça va nous permettre maintenant d'arriver aux élections que nous mettons dans un triangle électoral, parce que dans un triangle électoral, madame, il y a 3 angles, au-dessus, en bas, ainsi de suite. Et nos élections, nous avons à chaque angle, où est-ce que nous allons mettre la qualité des élections. Il faut organiser des élections qui ont une qualité des élections. Dans l'autre angle, vous allez mettre le coût des élections, 645 millions pour 2022. 2023, peut-être ça va arriver encore à 800 parce que c'est estimé à peu près à 1 milliard d'élections. Et l'autre angle, vous allez mettre le coût, vous allez le mettre au sommet, au-dessus. Et ici, la qualité. Et de l'autre côté, le délai. Parce que nous devons respecter le délai constitutionnel, nous devons respecter la qualité des élections et nous devons avoir le coût qui est trop élevé. Parce que le coût est trop élevé, pourquoi aussi nous avons multiplié les centres d'inscription. On a augmenté le nombre de centres d'inscription pour réduire. Nous y reviendrons. Oui. Puisqu'on parlait de l'enrôlement de Congolais de l'étranger, du point de vue légal, il faut un instrument pour cela. Mais si les parlements rejetaient à la dernière minute, par exemple, la participation des Congolais de l'étranger, qu'adviendrait-il? Le Parlement ne peut pas, c'est une exigence constitutionnelle. Tout Congolais a droit d'être invité à participer à la gestion de la chose publique de son pays. Et ici, à ce moment-là, les Congolais pourraient être en droit de porter plainte contre l'État congolais. Le Parlement ne peut pas rejeter. Et du moins qu'on peut voir les contraintes. C'est pourquoi on appelle le nombre de P5 pays pilotes qui vont faire ce travail. Mais le Parlement, du moins, va mettre dans la formulation légale, il va mettre le contour comment arriver à faire cette opération auprès de nos compatriotes résidents à l'étranger que nous appelons la diaspora congolaise. Le Parlement ne peut pas avoir n'a pas le pouvoir de rejeter, de refuser. La participation de Congolais de l'étranger, donc la diaspora, est-ce que cela ne viendrait pas rendre un peu plus lourd ces processus électoraux? Oui, tout à fait. Parfois, vous avez raison, madame. Ça peut rendre lourd. C'est comme un parent qui a sur place, il a 10 enfants. Son frère est décédé, il prend encore les 5 enfants de son frère. Ça fait 15 enfants. Avec ces 10 enfants, il est incapable de payer
les frais d'inscription, de payer les fournitures scolaires et de les envoyer à l'école. Ça pose des problèmes. Mais s'il y a un parent responsable, un parent qui sait planifier les choses, il dit que c'est un nombre important, mais quelle est ma politique de gérer? Et le parent peut s'en sortir. C'est ici où nous disons que avec la gestion, avec la planification, avec la technicité du nouveau pouvoir organisateur des élections, on peut s'en sortir. Mais c'est une opération pilote. Quand on fait une opération pilote, c'est une opération qui va se faire par essai-erreur. Quand toute opération qui passe par essai-erreur, ça passe ou ça casse. Et c'est ça le principe. Et si ça cassait? Et si ça casse, oui, on va s'inspirer de cette erreur-là pour corriger, pour améliorer. C'est par des erreurs qu'on parvient à améliorer le futur, les prochaines échéances. Pour dire, nous avons fait ça, cassé avec 5, est-ce qu'on peut aller avec 10? Ça a réussi avec 5, est-ce qu'on peut prendre encore, ajouter encore 5 pour arriver à ce que tous nos compatriotes qui sont à l'étranger puissent participer au vote. Alors, il y a toujours des craintes de certaines parties prenantes au processus électoral quant à la cartographie électorale. L'Église du Christ au Congo, par exemple, qui souhaiterait être associée à l'opération. Comment vous et votre organisation AITA, vous réagissez? Non, vous savez, c'est une expression de contribution de la participation de Congolais au processus électoral. Parce que les élections congolaises sont du point de vue organisationnel, doivent être inclusives. Doivent être inclusives au niveau de planification, au niveau de l'exécution, au niveau de sensibilisation. On ne peut pas voir dans quelle mesure certains compatriotes ou bien certaines organisations puissent être écartées. Il y a des cadres de concertation avec des confessions religieuses, avec les organisations de la société civile, avec les partis politiques, avec d'autres parties prenantes au processus électoral. Nous pensons qu'il n'est pas encore trop tard pour que nos compatriotes, donc c'est la structure confession religieuse que vous venez de citer, ne puissent pas être associés au processus électoral. Ce n'est pas encore tard, il y a encore du temps, et la commission électorale et la structure de confession religieuse peuvent harmoniser leurs vues, voir dans quelle mesure ils pourraient être impliqués. Parce que ce que nous voulons que les élections de 2023 puissent être différentes des élections précédentes, ça doit partir sur le principe selon lequel, cette fois-ci, la CENI doit organiser les élections avec les Congolais et non pour les Congolais. Quand on organise les élections avec les Congolais, les Congolais lui-même est impliqué et dans l'appropriation du procès électoral, lui-même va voir, parce que la loi électorale, la CENI a l'obligation de publier les résultats électoraux bureau de vote par bureau de vote, centre de compilation par centre de compilation, et ce sont des signaux de transparence. Quand on voit les signaux de transparence, nous pensons que à ce moment-là, il y aura peu de contestation et les résultats seront beaucoup plus crédibles. La qualité des élections va sauter aux yeux et nous pensons que ça pourrait faire net distinguo entre 2023, entre les élections précédentes et celles de 2023. Donc vous pensez qu'il y a du temps pour recueillir ou trouver un large consensus des parties prenantes dans ces processus électoraux? Le consensus, c'est à quel niveau? Au consensus, c'est la participation de tout le monde. Parce qu'il y a un consensus politique et la classe politique a sa façon de parler de consensus. Quand il y a un consensus, il faut mettre ceci, cela. Non, le consensus, c'est la façon dont on doit mener les opérations sur le terrain. Par exemple, les confessions religieuses, la société civile. On doit dégager un consensus. Comment on va lancer notre grande opération, notre grande campagne de sensibilisation, de formation et d'éveil de la population. Et ça, le consensus, on dégage ce consensus à ce niveau-là. Du moins, du point de vue technique, aux personnes sur le terrain. Pas consensus politique, parce que consensus politique a d'autres contenus, d'autres nuances là derrière. Mais du moins, sur l'opérationnalisation de tâches sur le terrain, avec toutes les parties prenantes, là, le consensus a toujours été, et mais si là où il n'y en a pas, on peut s'investir à ce qu'on puisse le renforcer, le reconstruire pour arriver à la tenue de bonnes élections. Alors, d'un autre côté, il y a crainte des manipulations des données cartographiques, des centres fictifs d'enrôlement et des votes. Vous ne craignez pas? Oh non, ça a toujours été. Quand on organise des élections partout on organise les élections en Afrique et autres, il y a des jeux politiciens. Il y a des jeux politiciens où on doit avoir des bureaux de vote fictifs et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a demandé dans la loi électorale qu'on puisse afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une manière de contourner ça. La façon de contourner ça et aussi le regard, le contrôle
contrôle, le regard, l'œil vigilant de parties prenantes, par exemple la société civile, avec différentes missions d'observation domestique et des missions d'observation internationale. On peut voir à quel niveau, quand on va auditer le fichier électoral, on va voir à quel niveau vous avez parlé de telle cartographie des bureaux de vote, c'est à tel endroit ça n'existe pas, on fait le monitoring, on décèle ce qui n'existe pas, on doit élaguer. C'est ça la vie, c'est ça ce que nous appelons l'appropriation du processus électoral par les Congolais eux-mêmes. Et là, on va contourner parce que les élections, c'est une compétition. Dans toute compétition, il y a des pièges, madame. Et moi, je dois gagner à tout prix. Et pour gagner à tout prix, je dois avoir mes stratégies. Mais c'est à vous qui êtes en face de moi. Comment vous allez jouer, de contourner ces stratégies que moi, je vais mettre sur le terrain. En y mettant des stratégies, des bonnes stratégies, c'est ça? Oui, tout à fait. Il s'agit de sensibiliser d'autres, regardant tout ce qui se passe au niveau de la CENI, tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce qui se passe dans différentes circonscriptions électorales, dans l'affichage des résultats, la communication, l'intervention, et dénoncer là où il y a des anomalies et voir comment est-ce qu'on peut y apporter des facteurs correctifs. Alors, pour ces cycles électoraux, la Commission électorale nationale indépendante annonce l'ouverture de 4 717 nouveaux centres d'enrôlement des électeurs, en plus de 17 783 qui étaient opérationnels lors du cycle passé. Comment cela s'expliquerait? Non, parce que vous savez, madame, quand on fait les élections précédentes, il y a ce qu'on appelle des innovations. Il faut introduire des innovations. Et qu'est-ce qui a été constaté comme des failles lors des élections précédentes? Nous avons vu que, madame, il y avait des gens, des électeurs, qui parcouraient pour aller dans un centre d'inscription à 20 km, 25 km. Et la pauvre femme, le pauvre homme, il doit aller à pied, aller 15 km, 20 km, aller, ça fait 40 km. Parfois, il est découragé d'aller. Pour s'inscrire, ça pose des problèmes. Pour aller voter, ça pose aussi des problèmes. C'est pourquoi nous avons demandé à la CENI pour dire qu'il faut multiplier le centre d'inscription, les réduire, le ramener auprès des électeurs, auprès de ceux-là qui doivent se faire enrôler. Et c'est là qu'on a augmenté le nombre de... Cette fois-ci, cette question va être résolue. Et ça va impacter le taux de participation aux élections. Le taux de participation va être beaucoup plus élevé parce que ceux qui allaient être découragés de rester à cause de longues distances, ils ne vont plus le faire. Et aussi, du point de vue finance, et ça va impacter. Parce que vous avez augmenté le nombre d'inscriptions, vous devez aussi augmenter le budget. Le budget pour les centres, le matériel que vous devez faire et les agents que vous devez recruter pour mettre dans les centres d'inscription. Ça, c'est une bonne initiative que nous avons apprécié quand la CENI a dit qu'il a augmenté le nombre de centres d'inscription. Quelles sont les mesures d'encadrement? Non, les mesures d'encadrement, les centres sont là et nous allons voir comment ça va être opérationnel. Les mesures d'encadrement, c'est voir comment ça va être opérationnel sur le terrain pour arriver au résultat qu'il y a un grand nombre de personnes qui se sont fait identifier, qui se sont fait enrôler et qui vont aussi voter. Et ça sera le résultat positif qui résulterait de cette opération d'augmentation du nombre de centres d'inscription. La question du financement des élections, largement abordée à l'entame de l'émission, mais s'agissant finalement de ces financements des élections, les budgets de la Commission électorale nationale indépendante pour cette année des 624 millions de dollars américains. À la fin du mois d'août dernier, le gouvernement avait déjà déboursé 238 millions de dollars américains. Comment évaluez-vous ces taux de décaissement? Non, tout d'abord, c'est tout en remerciant le gouvernement de manifester de bonne volonté, mais c'est le décaissement lent. Le processus de décaissement est lent et ça impacte toujours l'exécution de la feuille de route de la CENI qui a été publiée le 6 mars 2022 et aussi le plan de décaissement n'est pas respecté par le gouvernement. Là, ça doit passer par le ministre du Budget, le ministre du Budget au ministre des Finances. Et nous, on avait souhaité, agir pour des élections transparentes et appeler ça l'INELET, Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Nous avons souhaité à ce qu'il y ait un plan de décaissement trimestriel, une dotation de fonds à la CENI. Voilà, il y a 3 mois, on met l'argent pour 3 mois, que puisse un plan de décaissement mensuel
on donne mensuel, la mensualité aussi n'est pas respectée. Parce que quand vous ne respectez pas, moi j'ai programmé que demain, mercredi, je dois arriver chez vous. Objectif 2023, vous me donnez, moi je dois sortir pour aller dans Kwamutu, quand bien même il y a des problèmes là-bas. Et j'arrive ici, vous dites qu'on a écouté, on a reporté, et puis qu'on a dit non, et tout ce que j'avais déjà planifié pour le faire, va être retardé. Quand c'est retardé, ça aura des impacts sur le reste du programme établi. C'est ce que le gouvernement a dit. Nous avons toujours dit que le gouvernement doit faire un effort, sans lequel le procès électoral risquerait de ne pas être au rendez-vous de 2023. Là, de manière succincte, quelles sont vos recommandations? Nous disons que le plan de décaissement puisse être régulier, puisse être respecté et régulier. Et à notre niveau, nous voulons qu'il y ait un plan de décaissement trimestriel, pour ne pas dire semestriel, trimestriel, que le gouvernement disponibiliserait le fonds à la disposition de la Commission électorale nationale. Parce qu'on travaille sur base de schéma critique des élections et sur base de deux délais critiques et délais compressés. Avec tous ces deux délais, CENI et entre le marteau et l'enclume, et on doit faire le miracle. Faute de quoi, s'il y a moins d'erreurs et de dépassement du délai, nous risquons, madame, de nous retrouver en 2024 et le glissement serait au rendez-vous. C'est que la plupart des gens évitent et nous pensons que le gouvernement doit faire un effort comme il est en train de le faire en débloquant ce qui reste pour les 4 mois qui restent. Nous prions, nous pensons qu'ils peuvent se dépasser. Alors, à ce stade, le gouvernement, le Parlement, la Commission électorale nationale indépendante sont les premiers responsables dans l'organisation des élections. C'est ça votre avis? Pas seulement le premier responsable, ce sont des parties prenantes. Parce que par parties prenantes, nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement et nous avons les partis politiques, nous avons les organisations de la société, toutes les parties prenantes au processus électoral. Mais chacune des parties prenantes a sa responsabilité à dégager. Chacune des parties prenantes, parce qu'on ne peut pas revenir seulement au gouvernement, mais on va interroger au Parlement. Est-ce que vous étiez en mesure de doter la CENI à temps réel avec la législation électorale? On va demander au gouvernement, ministre du Budget, ministre des Finances, est-ce que vous avez été opérationnel à faciliter le plan de décaissement de fonds à la CENI pour respecter l'exécution de sa feuille de route dessus mars 2022. On va voir le président de la République. Vous avez exprimé votre volonté de tenir des élections dans les délais constitutionnels. Est-ce que vous avez mis le doigt sur le bouton accélérer, demander au gouvernement d'accélérer, de prioriser l'organisation des élections? On va demander aux partis politiques, est-ce que vous avez fait pression auprès du gouvernement et auprès de la CENI pour que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel? Nous aussi, société civile, est-ce que nous avons fait pression, nous avons sensibilisé la population à s'approprier du processus électoral pour faire pression sur les autres parties prenantes pour que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel? Donc vous voyez, c'est toute une chaîne de responsabilités des uns et les autres. Si ça échoue, on va interroger chacune des parties prenantes. Ça échoue à votre niveau, l'échec de votre niveau a impacté, a entraîné d'autres parties prenantes pour que le rendez-vous de 2023 ne puisse pas être respecté. Enfin, quel rôle jouent à ces niveaux du processus électoral les organisations de la société civile dans l'AITA? Nous venons de le dire, c'est la sensibilisation, l'éducation et faire le plaidoyer. AITA fait un grand travail de plaidoyer sur les parties prenantes pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. AITA fait le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès du ministre du Budget, auprès du ministre des Finances, pour qu'on puisse disponibiliser de fonds à temps au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. AITA est en contact avec la Commission électorale nationale indépendante pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à tel état il faut accélérer le processus, et AITA va s'investir bientôt dans la vulgarisation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. L'AITA va aussi disponibiliser la vulgarisation de la loi électorale, pas seulement en français, mais aussi en 4 langues nationales, en Kikongo, en Lingala, en Swahili et en Tsholuba, avec ces outils de sensibilisation, de vulgarisation, et ça va responsabiliser les uns et les autres pour s'approprier le processus électoral. À ce stade, l'AITA pense que les élections de 2023 sont encore tenables ou pas? Oui, l'AITA est toujours optimiste au regard de la vitesse de croisière
organisationnelle des opérations électorales prises par la CENI. Et au départ, AETA était un peu limite, on était un peu sceptique de la tenue des élections dans le délai, mais quand nous avons vu la vitesse de croisière, je le répète, prise par la CENI dans l'organisation, dans les opérations, l'exécution des opérations, au regard de sa feuille de route, on est devenu optimiste pour dire ça pourrait arriver. Mais attention, en matière technique, vous pouvez tout dire. Vous avez vu dernièrement, on a préparé le fusée en Europe. On ne savait pas que ça allait s'écraser. Et à un moment donné, à quelques minutes, le fusée est tombé malgré la bonne planification et de inventeurs et de techniciens. Donc, tout peut arriver, mais nous sommes conscients à plus de 70% que les élections pourraient se tenir dans le délai constitutionnel. Votre mot de la fin? Mot de la fin, j'invite les uns et les autres à s'approprier le processus électoral, à ce que les élections se tiennent dans le délai, en invitant les populations de Kivu, d'Ituri, Maniema, et bientôt nos amis de Kwamut, nos amis Teke et Yaka, d'éviter ces genres de conflits, parce que bientôt l'identification, l'enrôlement, ça va se faire. Ou à quel niveau on va les enrôler, ou est-ce qu'on va dans le désert, dans la brousse, et ça va impacter. Il faudrait qu'il y ait le calme, que aussi dans le nord Kivu. J'ai fait mon mémoire dans le collège de hautes études de stratégie de défense sur la planification, sur la problématique des élections dans le contexte dans les zones en conflit. Ils ont fait à l'Ituri et Nord Kivu. Et j'ai demandé au gouvernement dans mon travail à ce qu'il y ait un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral dans des coins où il y a des conflits armés, de sorte qu'on puisse donner la chance, qu'on puisse sécuriser la population qui serait électrice, qu'on puisse sécuriser les candidats à ces élections, qu'on puisse sécuriser la CENI et le matériel, et qu'on puisse sécuriser l'ensemble du territoire avant, pendant et après les échéances électorales. Donc avec cette recherche, je crois que les décideurs sont déjà informés et ils vont s'y prendre pour que tout le monde puisse participer aux échéances électorales de 2023. Votre mot de la fin? Là, j'ai dit que merci tout d'abord. Je remercie Objectif de 2023 de m'avoir invité pour la deuxième fois. Tous les plaisirs. Malgré mes occupations, je pense qu'on sera toujours avec vous quand il y a une question d'actualité liée aux élections. Et je ne manquerai pas à répondre à moins que je sois absent du territoire national. Merci. Et ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.